chaque fois qu'on prenait des buts, ça me frustrait. Je me suis dit, vas-y, je vais aller dans les buts pour régler le problème. Et puis si jamais on prend des buts, je m'en voudrais à moi-même plutôt que d'en vouloir aux autres. Du coup, je suis parti dans les buts et depuis, je suis resté. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe, et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et aujourd'hui dans La Voix des Gardiens, je reçois à nouveau un gardien titulaire en Ligue 1. L'épisode a été enregistré il y a quelques jours parce que quand il sera publié, on sera à une poignée d'heures de son match contre le PSG. Le PSG, équipe contre laquelle mon invité a globalement lancé sa carrière l'année dernière en Ligue 1. Bonjour Yvan Diouf. Salut. Alors, tu es aujourd'hui le gardien de Reims. On va venir sur ta formation à 3, mais également sur tes débuts en pro en Ligue 1 avec Reims, la jeunesse avec aussi Will Steele et les demandes qu'il peut avoir avec les gardiens de but. Mes premières questions, tu es le plus jeune gardien pour l'instant que j'ai eu dans La Voix des Gardiens. C'est quoi un gardien, un jeune gardien, un gardien de la nouvelle génération pour toi aujourd'hui ? Je dirais qu'un jeune gardien de la nouvelle génération, c'est à l'image un peu de ce qui se fait au très haut niveau, c'est-à-dire un bon jeu au pied, être à l'aise avec le ballon, à l'image d'un joueur en fait. C'est vraiment le gardien moderne à l'image de Manuel Neuer et de beaucoup de grands gardiens ces dernières années. Toi, tu as toujours été formé avec ce jeu au pied, ces demandes de jeu au pied-là par la nouvelle génération, c'est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui ? Oui, après je sais pas comment tous les autres gardiens ont été formés, mais moi j'ai eu la chance à 3 de participer pas mal au jeu de mon équipe avec les entrées dans les systèmes, le 6 qui revient entre les deux défenseurs centraux, donc on forcément utiliser le gardien pour faire des fois le 4 contre 3. Donc franchement on a eu beaucoup de chance à 3 de bosser, que ce soit avec le coach des gardiens ou même avec l'équipe, le jeu au pied, être dans les concerts, des fois être dans les jeux en joker. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé et que j'ai gardé au fur et à mesure des années. Il y a une différence de style avec que tu peux observer sur des gardiens plus expérimentés et des choses qui ont évolué, que tu remarques, qui ont évolué dans les demandes aux gardiens ? Oui, souvent ça se voit au niveau du jeu au pied. Sur les gardiens un peu plus, on va dire à l'ancienne, c'est beaucoup de sécurité, beaucoup de dégagement. Et sur les gardiens un peu plus modernes, c'est on essaie de casser des lignes, d'être le premier relanceur vraiment de l'équipe, des fois en prenant d'énormes risques, en faisant parfois des erreurs aussi. Donc c'est un risque à prendre, mais c'est quelque chose que beaucoup d'équipes veulent mettre en place. Pour rester sur la jeunesse, comment on s'affirme en tant que jeune gardien de Ligue 1 ? Tu es devenu titulaire la saison dernière dans les buts de Reims. Comment on s'affirme ? Qu'est-ce qui est le plus important rapidement ? Alors même si on est jeune et qu'on fait partie de ces gardiens modernes, je pense que ce qu'on recherche avant tout d'un gardien, et ça, peu importe les années, les époques, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, arrêter des buts, être le plus efficace et le plus performant possible. Donc, c'est là où j'ai réussi à être bon. Donc, mon poste de base. Parce que faut pas l'oublier, même si maintenant on est les premiers relanceurs et on prend des risques et on doit avoir un très bon jeu au pied. Ce qu'on va demander à un gardien, c'est avant tout d'arrêter des buts et d'être décisif. Donc, j'ai réussi à être bon sur ça, et après au fur et à mesure avec la confiance j'ai pu me développer, être un peu plus pas serein mais plus à l'aise on va dire dans l'équipe, et être de mieux en mieux au niveau du jeu au pied et aussi dans le reste. Sur le reste, est-ce que c'est aussi le leadership, la façon de diriger sa défense ? Oui, il y a le leadership forcément, c'est quelque chose qui est important pour un gardien de but. Après différentes formes de leadership. Moi, je sais que je vais jamais être le gardien qui crie sur tout le monde parce que c'est pas dans ma personnalité, mais je sais me faire écouter. Je parle pas énormément, mais quand j'ai besoin de dire les choses, je les dis. Je suis écouté, donc c'est le plus important.
Par rapport à ta nature hors des terrains, hors des buts, il a fallu un peu forcer ta nature sur ce côté-là, guider, leadership, guider une défense? Oui, depuis que je suis petit, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, qui est très joyeux, qui aime bien faire des blagues, etc. Mais je suis pas quelqu'un qui aime donner des ordres aux autres et qui aime parler, parce que je préfère me concentrer sur moi. Donc voilà, au début j'avais un peu de mal à faire mon job tout en étant concentré sur les autres, mais au fur et à mesure des années, j'étais obligé de le faire, parce que aussi donner des instructions, ça peut m'aider moi aussi derrière, parce que ça peut annuler des actions, ça peut aider les défenseurs du coup qui vont être plus performants. Donc j'y ai pris goût et maintenant je suis bien avec ça. On va retracer ton début de carrière. Donc, tu signes pro à 3 à 16 ans. Tu gagnes la Gambardella ensuite. Après, tu as ce premier match en pro en fin de saison 2019. Et après, tu quittes 3 pour signer à Reims. Tes doublures, tu joues à quelques matchs en Ligue 1, une moitié de match déjà pour commencer. Et là, l'année dernière, tu t'imposes, t'es placé numéro 1 en cours de saison. C'est entre le début du moment où tu as signé pro et le moment où tu t'installes en Ligue 1, comment tu as vécu tout ce temps? Est-ce que tu as trouvé ça long? Est-ce que c'était les choses qui allaient comme ça, il fallait les prendre comme ça? Comment tu l'as vécu? Alors j'ai eu plusieurs ressentis, parce que forcément c'était long. Donc ouais, j'ai eu plusieurs ressentis. Au début, je trouvais ça super cool, voilà, de signer tôt, c'était une marque de confiance et j'étais très très content. Mais j'ai essayé de progresser le plus rapidement possible pour être prêt le plus tôt possible à jouer. Malheureusement ou heureusement, avec du recul, ça se fait tard à 3, mais je pense que c'est pas plus mal. Je pense que j'étais pas prêt à performer sur une saison complète. Je pense que j'aurais pu performer sur quelques matchs, mais sur une saison, je sais pas. Je pense qu'avoir pris du temps, c'est peut-être une bonne chose. Je pense que les choses ont bien fait de se passer comme elles se sont passées. Parce qu'au final, maintenant, voilà, je joue et je suis bien dans mon rôle et je me sens prêt. Alors qu'avant, je me sentais prêt, mais je pense que j'aurais été en difficulté sur pas mal de choses. Donc voilà, c'est pas plus mal. Sur quoi? Sur appréhender la répétition des matchs, Oui, je pense l'enchaînement des matchs, ouais, les entraînements? l'enchaînement des matchs, ça aurait été problématique. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de perte de concentration avec la fatigue, avec ce qu'on demande. Voilà, être efficace, décider. Je pense que j'aurais eu des problèmes sur ça. Mais après, peut-être pas, hein, mais mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc ouais, au début, ça a été long, mais voilà, j'ai continué à travailler. J'ai réussi à jouer un match tout compte fait à 3, le dernier de la saison en Ligue 2, le dernier de Benjamin Nivet en plus. C'était un chouette match. Après, j'arrive à Reims en tant que numéro 3. Je fais une saison à jouer avec la réserve aussi. C'était la saison avec le Covid qui s'arrête en février-mars par là. Et après, je passe numéro 2 pendant 2 ans derrière Rajkovic. Donc voilà, je découvre la Ligue 1 sur le banc. Ouais, j'observe un petit peu que ce soit les autres gardiens comme Rajkovic qui était un très bon gardien. Donc j'essaie de prendre mes marques tout en étant performant à l'entraînement, en essayant de progresser le plus possible. J'ai l'opportunité de jouer 45 minutes contre Rennes qui se passe plutôt bien. Je prends pas de but, on gagne le match, donc c'est que ça se passe bien pour un gardien. Ouais, c'est ça. Je sais plus si c'est je crois que c'est la même saison. À un moment, je suis amené à jouer un autre match entier après, ouais, tu joues un contre match Nîmes où voilà, j'ai rien à faire. Un penalty, on prend le but, on perd 1-0, donc voilà, c'était pas... À contrario de Rennes, c'était l'exact opposé. Mais voilà, j'ai pris du plaisir. C'est des apprentissages petit à petit entre le premier match, après un match où une victoire, comment gérer une victoire, après un match où il n'y a pas beaucoup d'arrêts, mais il y a qu'un seul penalty. C'est différent. C'est progressivement, c'est ça? Parce on peut dire que la nouvelle génération, on entend qu'elle est pas patiente, qu'elle veut tout de suite et tout. Toi, pour le coup, tu as pris ton temps et tu as pris ce qu'on te donnait, tu as pris le temps d'évoluer et pour éclore aujourd'hui. Comment tu l'as vécu du coup? Au-delà de ça, je dirais aussi le fait d'avoir joué déjà une mi-temps et un match complet, les préparations ne sont pas du tout les mêmes. Parce que je me souviens, quand on m'a demandé de rentrer à la mi-temps, j'étais en mode sérieux. Et c'était pas une blessure en plus, c'était... en fait, il s'était bloqué le dos, je crois, enfin c'était par rapport au dos. Et moi, je l'avais pas vu. Pendant un mi-temps, tout allait bien. Et j'avais pas vu
qu'il était avec les kinés en train de faire des soins. Donc quand Sébastien Hamel me dit « Ouais, Yev, tu vas rentrer, prépare-toi », j'ai cru à la blague au début. Et puis quand j'ai vu qu'il était très sérieux, je me suis préparé. Je suis même sorti avec mon masque tellement j'étais chamboulé. Donc ouais. Et puis après, la fois d'après, j'ai eu vraiment le temps de préparer la semaine pour les matchs. Donc là, je savais que j'allais jouer ce match en tant que numéro 1. Donc j'ai vraiment eu le temps d'appréhender les choses, de prendre du plaisir aussi. Parce que préparer les choses en tant que numéro 1, c'est aussi du plaisir. Et ouais, c'est deux aspects vraiment différents. Et après, sur toutes ces années-là, je pense que oui, ça m'a apporté. Et avec le recul, t'as préféré quoi? Est-ce que t'as préféré l'apprendre 10 minutes avant, à la mi-temps, pour que t'allais jouer 10 minutes après pour la deuxième mi-temps, ou alors avoir le temps de le préparer dans l'approche du rendez-vous? Est-ce que quand t'as 10 minutes pour l'apprendre, est-ce que tu t'en rends compte? Comment ça se passe? Ouais, je préfère l'apprendre avant quand même. Mon premier match que je joue à Reims contre Monaco, la saison dernière, je l'apprends à la causerie. C'était bizarre. Ouais. Après, voilà, on se prépare tous pour ce genre d'éventualité, mais en fait, le fait de tomber dans la monotonie du truc, voilà, on est numéro 2, on se prépare, bon, on sait qu'on va pas rentrer chaque semaine. Voilà, on rentre dans un genre de rythme, voilà, où on prend l'habitude de ces choses-là, et le jour où ça change, on est toujours un petit peu surpris. Ouais. Donc, vaut mieux avoir un peu de temps pour le préparer. Après, de toute manière, quand on est dans le truc, que ce soit 10 minutes avant, 1 heure avant, voilà, il y a la concentration qui arrive assez vite. Et puis le stress qui part, si on stresse, qui part très, très vite. On a parlé de tes débuts en pro, mais on va repartir un peu plus loin. Question simple, mais comment t'es devenu gardien de but ? J'aimais pas qu'on me prenne des buts. Je jouais à Champigny, mon premier club à l'époque, et donc voilà, on jouait un petit peu partout, gardien, attaquant, milieu, défenseur, il n'y avait pas trop de postes, et en fait, à chaque fois qu'on me prenait des buts, ça me frustrait. Je sais pas pourquoi, mais j'étais compétiteur. Ouais, j'étais très très frustré. J'ai toujours été un compétiteur et surtout un très mauvais perdant. Mais voilà, ça me frustrait, et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais aller dans les buts pour régler le problème. Et puis si jamais on prend des buts, je m'en voudrais à moi-même plutôt que d'en vouloir aux autres. Du coup, je suis parti dans les buts, et depuis, je suis resté. Il y a quelque chose qui t'a plu, ou alors c'était vraiment de régler le problème ? Non, régler le problème, c'est un peu fort, mais je dirais que c'est vraiment... Voilà, j'étais frustré contre le fait qu'on prenne un but de la faute du gardien. Et du coup, je me suis dit, vas-y, plutôt que d'en vouloir au gardien, je vais aller dans les buts et je vais essayer de faire mon mieux. Et puis, si jamais je dois en vouloir à quelqu'un, ce sera à moi. C'est un peu comme ça que j'ai réfléchi, et depuis, c'est toujours comme ça. Avant ça, il y a eu un peu de basket. Tu as fait du basket. Est-ce que ça te sert ? Est-ce que ça t'a aidé sur certains points ? Non, je pense pas, parce que j'en ai fait quand même très tôt. Si j'en avais fait peut-être de mes 13 à 15 ou 16 ans, je pense que ça aurait pu me servir sur différents aspects. Mais là, je sais plus, je devais avoir 4 ou 5 ans, donc c'était très très tôt. Mais j'en garde des bons souvenirs. Après, j'ai arrêté parce que je tirais dans les balles de basket, tu sais, dans les petits buts de hand. Ouais. Là, je faisais des pénaltys avec les ballons de basket, donc voilà. Le foot était pas loin. C'est ça, mes parents, ils m'ont dit, ouais, viens faire du foot. Et puis j'avais un de mes 2 meilleurs amis qui faisait du foot aussi dans le même club, donc voilà. Déjà qu'on faisait beaucoup de foot à l'école et en dehors, au moins là, on passait toutes nos journées ensemble, on était contents. L'agilité, donc, elle vient des gènes, pas forcément des déplacements au basket. La vitesse de déplacement qu'on voit aujourd'hui quand on te voit en Ligue 1, c'est vraiment les gènes et le travail. C'est pas le basket. C'est les gènes surtout, le travail forcément, mais comme c'est une de mes qualités fortes, j'ai eu moins besoin de le développer. C'est quelque chose qui est inné en moi, mais voilà, que j'essaye aussi d'accentuer, tout en réglant mes points faibles. Mais oui, je pense pas qu'il y ait de réel lien entre les deux. Sur tes qualités, justement, il y a cette vitesse de déplacement. C'est ton point fort. Tu as travaillé là-dessus, ça a vite été décelé, et après on t'a dit, il faut que tu travailles là-dessus. Tu fais pas 1m90 comme des gardiens le font en Ligue 1. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des entraîneurs qui t'ont dit, tu feras pas le 1m90, mais par contre, tu peux quand même devenir pro en ayant d'autres qualités physiques. Comment ça s'est passé, ces discussions-là ? Après, moi, avec mes coachs des gardiens, on n'a jamais parlé de devenir pro, mais plus vraiment dans l'aspect de progression, sans ce lien de devenir professionnel, etc. Mais toujours dans cet aspect de progression. Et après, les appuis, en fait, comme j'avais souvent des appuis au-dessus des autres gardiens,
j'étais souvent en avance au niveau des frappes. Du coup, voilà, il fallait toujours un petit peu s'adapter avec moi. Et du coup, à chaque fois, je me mettais un défi, c'était de passer le plus vite possible pour qu'à chaque fois, le coach des gardiens, Le mettre un peu en ils difficulté. mettent soit plus en difficulté, soit qu'ils soient en retard. Et que moi, j'arrive tranquille, je la prenne sans me plonger. Et du coup, c'était assez marrant. Mais après, oui, l'idée, c'était de travailler ça pour accentuer et aussi que je m'en serve le plus facilement et dans les meilleures situations possibles, que ce soit sur des centres, sur des sorties dans la profondeur, sur des frappes aussi. Souvent, on va dire que le réflexe sur une frappe, c'est de partir tout de suite. Et moi, j'avais un peu l'image de Lloris qui a vraiment une faculté d'appui incroyable et qui arrive toujours à rajouter un, voire deux petits pas avant de pousser. Et c'est ce qui fait souvent la différence à la fin. Donc voilà, j'avais vraiment cette image-là et j'essayais de travailler dans ce sens-là, tout en essayant de régler. Parce qu'en fait, comme j'étais très rapide sur mes appuis, j'avais souvent pour défaut de courir plus que de sauter. D'essayer t'être en Ouais, avance, ouais. donc du coup après des fois il te manquait l'impulsion Ouais, et c'est ça, comment c'est ça, comment c'est ça. pousser quoi. Exactement. En fait, des fois, je voulais tellement me déplacer que quand arrivait le moment où je devais pousser, en fait, mes appuis n'étaient pas prêts pour que je pousse et du coup, je me mettais à courir et des fois être en retard sur le ballon, alors que j'aurais pu l'avoir en ayant juste fait un pas plutôt que 3-4. Et du coup, j'ai essayé de régler ça. J'avais aussi mes appuis qui étaient très bas, mon centre de gravité qui était très bas. Donc, pour tout ce qui était ballon en l'air, j'étais souvent... en fait, je partais souvent au sol et après, avec mes bras, j'essayais de les toucher. Et du coup, j'avais du mal. Il manquait un peu au bout du ouais, bras c'est ça, il sur manquait un peu de certains force ballons. du coup, vu que j'avais mon centre de gravité très très bas. Donc, voilà, j'ai essayé de régler un petit peu tout ça tout en gardant ma fréquence d'appui. Et même encore aujourd'hui, hein, j'essaie d'accentuer ces choses-là. C'est pas facile, mais en tout cas, oui, c'est un point fort que j'essaie d'améliorer. Est-ce que entre la formation et la découverte du monde pro, alors pas forcément les matchs, hein, mais là quand tu commences à côtoyer des mondes, des groupes pro, est-ce qu'il y a eu des différences, des choses à travailler plus qu'en formation c'est moins important et par contre dans le football professionnel c'est essentiel et là il faut mettre le point là-dessus? Je dirais que les spés se ressemblent un peu tous de différentes manières. On va bosser de différentes manières, que ce soit sur l'aspect psychologique, sur l'aspect athlétique ou technique. Mais je trouve que la plus grande différence entre le monde du centre de formation et le monde des jeunes et le monde professionnel, c'est vraiment le coup d'œil en fait. C'est quand on arrive en pro, il y a des attaquants qui peuvent marquer sans forcément regarder le but, sans forcément avoir les appuis nécessaires pour marquer. Et en fait, c'est pouvoir se rendre compte que l'attaquant peut frapper à ce moment-là et être prêt à pouvoir réagir ou à pouvoir agir sur un ballon profond, sur une frappe sèche. C'est vraiment ce coup d'œil-là que j'ai essayé de travailler et même par exemple je pense que entre on va dire le niveau Ligue 1 et le niveau Ligue des Champions, je pense que ça se voit quand c'est des joueurs comme Messi, j'en parle pas, mais voilà, des joueurs comme Kevin De Bruyne, etc., dans ce style-là qui vont jouer. Le coup d'œil, le temps de réaction à anticiper les choses, à voir les choses est encore plus faible que dans le niveau moyen de la Ligue 1. Donc vraiment, c'est à chaque fois qu'on passe des steps, tout va plus vite et faut essayer de tout prévoir à l'avance sans forcément trop anticiper pour être à découvert, mais vraiment avoir une palette de choses qui peuvent se passer et avoir le temps de réaction le plus faible possible. Et c'est vraiment là où moi j'ai essayé de progresser. Et ça, c'est uniquement des choses sur des joueurs professionnels qu'on apprend en match ou avec les entraînements collectifs ici à Reims, mais c'est pas du spécifique pur, des situations de jeu, des passes dans l'intervalle, des passes... Non, mais après, en fait, souvent dans les spécifiques, des fois, il va y avoir des ballons qui vont être donnés trop tôt ou un peu trop tard. Et en fait, c'est là où tu vas pouvoir vraiment le travailler. C'est sur des choses où tu t'y attends pas forcément. Voilà, c'est sur des réflexes, sur des appuis. Après, oui, forcément, le travail spécifique de base est très intéressant et faut le travailler, faut le garder. Mais après, il y a des choses qui vont se bosser que sur des situations occasionnelles et ça va être dans les jeux 7 contre 7, 9 contre 9.
Donc voilà, il faut essayer un peu de tout prendre et d'avoir le maximum d'outils pour répondre au plus de situations possibles. Les outils là, on les gagne, on a une palette d'outils qui grandit au centre de formation. Toi, tu es formé à 3. On a très vite parlé de clubs qui te suivaient, de grands clubs. Déjà, ça allait jusqu'où et comment toi, tu appréhendes ça? Tu es encore jeune, tu es un gardien espoir français, mais comment tu appréhendes ça et pourquoi ne pas avoir cédé à leur sirène? Bah, moi, tout simplement, j'étais sous contrat avec 3. Donc pour aller là-bas, il fallait que déjà les clubs se mettent d'accord. Les clubs ne sont pas mis d'accord ou alors je ne sais même pas s'il y a eu des négociations. Donc à partir de ce moment-là, moi j'étais focalisé sur moi, sur mes entraînements. Après oui, c'est flatteur, mais voilà, à partir du moment où il n'y a pas de contrat posé sur la table, pour moi, il n'y a rien de concret. Donc voilà, c'était flatteur, mais ça m'a pas plus monté la tête que ça. C'est surtout les copains qui charrient un petit peu sur ça et qui te taquinent sur ça. C'est très flatteur, mais voilà, si demain il y a vraiment quelque chose de concret, là, ça aurait pu pas me faire espérer certaines choses, mais voilà, j'aurais été peut-être plus tête en l'air, plus rêveur. Mais comme il n'y a rien de spécial qui s'est passé, en fait, ça n'a rien changé à ma vie, quoi. En plus, j'avais les cours à côté, donc il y avait le bac pas très loin, donc il y avait d'autres choses plus importantes. Il y avait des échéances très fortes qui allaient se passer. Par rapport à 3, tu n'as pas le temps de jeu que tu aurais pu espérer. Du coup, tu fais le choix de signer à Reims. En arrivant à Reims, tu croises quelques fois Edouard Mendy. Vous avez pu discuter un peu? Vous avez pu... Ouais, bon, maintenant, ça remonte. Hein, mais ouais, on a pu échanger un petit peu. C'est une super personne, du peu que je l'ai connu et de tout ce que j'ai pu entendre sur lui. C'est un chouette type, un bosseur, un mec voilà, qui est prêt à aider les autres et notamment les jeunes. Donc on a pu échanger un petit peu, il m'a donné pas mal de conseils, il m'a souhaité bonne chance et puis après voilà, on s'est recroisés je crois après quand il était à Rennes et qu'il était venu ici. Et puis après voilà, on a eu la chance de se croiser parce que il est parti dans un autre monde. Ouais, mais après non, franchement c'était un chouette type et si je peux faire la même carrière que lui, je serais très content, forcément. C'est un modèle, parce qu'en plus, vous êtes tous les deux franco-sénégalais. Oui, forcément, c'est un modèle. Voilà, il a une carrière, je pense que lui-même n'espérait pas, et que beaucoup de personnes ne peuvent pas forcément espérer, parce que déjà, gagner la Ligue des Champions et la première CAN de son pays, c'est vraiment pas rien. Donc voilà, non, si je peux avoir la même carrière, ce serait top. En arrivant à Reims, donc tu es numéro 3, c'est Rajkovic qui est le gardien. Tu joues quelques matchs. Tu te contentes de ce temps de jeu-là, mais tu es obligé de jouer un peu, d'avoir du temps de jeu en N2. C'est facile de redescendre en N2? Non, j'étais très frustré au départ. J'étais très frustré. On va dire que j'ai eu un peu de mal à l'accepter parce que je venais vraiment ici pour passer un palier. Mais c'est passé très vite parce que bon, je viens d'arriver. Je me dis si je me mets déjà à avoir des états d'âme pour X ou Y. Alors surtout qu'à 3 en plus, il y avait certaines, au moment de partir de 3, il y avait eu certaines voix aussi qui disaient que tu partais trop tôt, enfin que tu étais parti pas forcément en bon terme. Il y a pas mal de choses qui se sont dites, mais voilà, moi je partais vraiment dans une optique de progression, de passer un palier. J'arrive à Reims, je suis dans la même position que j'étais à 3. Voilà, je me pose pas mal de questions et puis au final, je me dis que bon, voilà, la meilleure solution pour passer des paliers, c'est le travail. En plus, on avait un super groupe en N3. N2. On avait des bons joueurs, notamment Ilan Kebal, Bilal Brahimi. Donc on a profité, on a fait une belle saison. Malheureusement, elle s'est arrêtée un peu trop tôt, mais mais non, au final, on a pu progresser tous ensemble, prendre du plaisir, et au final, je regrette pas. Alors, dans l'Est de la France, il y a des matchs en hiver qui sont pas faciles. Des fois, quand il faut aller à Belfort ou dans un endroit froid. Mais justement, est-ce que ça t'est utile encore aujourd'hui? Alors, pas de jouer dans le froid, hein, mais des matchs où voilà, c'est compliqué sur des joueurs qui sont parfois même qui sont plus vieux que toi, vraiment plus vieux que toi parce que c'est des semi-pros. T'as tiré des choses positives de ces moments-là où tu étais en réserve qui te servent encore aujourd'hui? Oui, forcément. Des matchs pas faciles. Voilà, on va rentrer dans la période de l'hiver, donc on va en avoir l'appel. Mais à l'image de Lorient il y a quelques semaines, voilà, c'était un match difficile contre une bonne équipe bien en place.
je sais que je vais pas avoir beaucoup d'action, il pleut, il fait froid, il y a un peu de vent, donc voilà, faut essayer de trouver des moyens pour rester concentré. Et voilà, c'est le même genre de match que j'avais en N2, voire en N3 à l'Estac. C'est, voilà, il pleut, des fois même il neige. C'est des matchs où tu touches pas beaucoup de ballons, même au pied, ça a peut-être 2-3 passes par mi-temps. Et voilà, faut trouver des moyens pour rester concentré et être performant le moment venu. C'est quoi tes moyens pour rester concentré? Ouais, parler. Parler à moi-même, parler aux joueurs, parler pour rien. Des fois, je parle, je sais qu'ils m'entendent pas, mais c'est vraiment pour rester concentré. Ou sinon, en fait, me déconcentrer pour relâcher un petit peu de pression. Quand la balle, sur des corners, des trucs comme ça, je regarde juste si mes défenseurs ils sont bien placés. Si je vois qu'ils sont bien placés, en attendant qu'ils tirent, je peux regarder un peu le public, penser à des trucs de chez moi, enfin vraiment des trucs, voilà, qui n'ont rien à voir avec le foot. Et puis, ça me permet d'avoir quelques secondes pour relâcher un petit peu la pression et repartir derrière. Parce que c'est très compliqué de rester concentré, ne serait-ce que pendant 45 minutes d'affilée. Je pense qu'il y a peu de personnes qui sont capables de le faire. Donc, 90 minutes, c'est long. Et voilà, faut rester concentré sur des périodes de 1 minute 30, 2 minutes. Après, être déconcentré pendant 10-15 secondes et encore en fonction des... Enfin bref, c'est tout un... c'est une gymnastique à avoir de savoir quand est-ce qu'on peut se déconcentrer entre guillemets pour après le moment où sur un corner une contre-attaque ou un moment où il y a un gros temps fort de l'équipe adverse et là par contre il faut être concentré pendant 2-3 minutes parce que c'est ça, c'est vraiment une gymnastique voilà, là je peux me déconcentrer, là je dois être concentré, c'est que des choses comme ça parce que même quand le ballon est loin finalement, même en étant déconcentré, faut quand même faire attention pour voir si les défenseurs sont bien placés en cas de contre, voilà, s'il n'y a rien de tactiquement mal fait. Donc voilà, faut toujours avoir un brin de concentration, mais on peut avoir des degrés de concentration plus ou moins élevés en fonction des situations. À Reims, Rajkovic part à l'été 2022, tu es numéro 2 au moment-là, tu penses jouer, il y a un gardien qui arrive, Patrick Pence, qui arrive au moment-là, c'est lui qui commence la saison. Comment tu le digères, ça? Au début, pas très bien. Parce que moi, j'avais fait 2 saisons en tant que numéro 2. Donc pour moi, cette saison-là, soit j'étais numéro 1 à Reims, soit il fallait que je joue ailleurs. En prêt, voilà, c'était pas un problème pour moi de partir en prêt. Je voulais juste jouer. Après, évidemment, à choisir, je préférais jouer ici. À ce moment-là, tu étais sur 2 saisons sans beaucoup jouer et il fallait du temps de jeu quand même. Ouais, c'est pour ma progression. Pour moi, personnellement, il fallait que j'ai une saison entière en jouant. Et c'est ce que je voulais faire. Sauf qu'au début, comme Rajkovic était en instance de départ, je pouvais pas partir non plus, j'étais un peu bloqué. Forcément, c'était le début du mercato, donc c'est là où il y avait le plus de chances que je puisse partir. Il est parti assez tard. Je crois qu'il y avait la Ligue 2 qui reprenait une semaine après. Enfin, pour moi, les effectifs de Ligue 2 étaient faits surtout à ce poste de gardien-là. Les pour un gardien, en général, gardien, un milieu, ça se rajoute, un gardien. Ouais, c'est compliqué. Et puis si c'est pour me retrouver là-bas en tant que numéro 2 ou numéro 1 bis et faire la même saison que je pouvais faire à Reims, en fait, autant rester à Reims. Donc il y avait aussi ce côté-là. Ne pas partir n'importe où, mais si je pars, il fallait que ce soit quelque chose de sûr où je pouvais être numéro 1. Donc il y avait un club au Portugal où je pouvais partir, mais pareil, c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'étais vraiment prêt à tout pour avoir ma saison où je joue, quoi. Voilà, baisser son salaire ou quoi, ça c'était vraiment pas un problème. Je voulais vraiment jouer une saison en professionnel. Malheureusement, il n'y a rien qui se fait. Donc au début, j'étais un petit peu déçu, forcément. Après voilà, comme à l'image quand je suis arrivé à Reims, va falloir travailler, hein. Il y a que ça de toute façon et j'ai que ça à faire parce que sinon ça va être très long et donc je continue et en fait peu de temps après la naissance de mon fils, on me dit que je vais jouer contre Monaco, donc je prends le match très au sérieux et très content, mais avec un petit peu de pression quand même. Et puis ça se passe plus ou moins bien, parce qu'on perd 3-0. Je fais un très bon match, je fais beaucoup d'arrêts, mais on perd 3-0, donc difficile de dire que je fais un très bon match aussi. En tout cas, ça lance ma saison officiellement, vu que je joue et que je suis performant. Après, je sais plus contre qui on joue. Après, il y a un match contre 3. Ah, c'est 3 juste après Alors, justement, c'était la question d'après. Tu rigoles, je pense que tu dois savoir pourquoi. Il y a ce but... où t'es fautif, on peut le dire. Complètement. Mais tu vois, pour rebondir sur 3, on parlait des gardiens modernes, c'est exactement ça. Après, je pense qu'il y a de la jeunesse aussi et du manque d'expérience dans ça.
peut-être un petit peu de folie aussi, mais il y a 15-20 ans, les gardiens ils dégagent tous les jours à ce moment-là. Là, j'essaie de faire un contrôle pour trouver une passe, pour changer de côté. Je loupe mon contrôle, c'est ce qui fait que complètement, voilà, je fais des règles l'erreur. après tout. Je pense que si je réussis mon contrôle, je sais pas si je peux faire une passe après parce que le mec me presse vraiment bien. Mais voilà, dans cette volonté de vouloir prendre des risques et de ressortir le ballon proprement, voilà, c'est typique du gardien moderne. Ouais, moi, je l'ai fait à l'extrême, ça s'est très mal passé, c'est pas à reproduire. Mais voilà, c'est un peu dans cette optique-là. Donc début en pro contre Monaco, ensuite ce match contre Troyes où il y a cette erreur, et là c'est le match contre Paris qui arrive. Tu dors comment la semaine? Question simple, mais entre les deux matchs-là et le PSG qui approche, tu dors comment? Je crois qu'entre les deux, il y a la trêve internationale, il me semble bien. Donc c'est passé beaucoup de temps. Heureusement. Ouais, non, parce que moi je voulais rejouer tout de suite, ça m'aurait arrangé. Parce que voilà, j'étais resté sur un match plutôt mauvais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le joue en tout cas. Même si je fais pas que des mauvaises choses. Hein. Tu fais des arrêts, vous faites 2-2, mais... Oui, je réussis à faire une bonne deuxième mi-temps, mais bon, voilà, difficile de ressortir des bonnes choses quand on fait une erreur aussi grosse, avec un but derrière surtout. Donc voilà, je fais ce match-là. Derrière, on joue Paris à domicile. Tu sais qu'il va y avoir le stade va être guichet fermé. Donc, c'est le meilleur moment pour se relancer. Donc voilà, j'essaie de pas me prendre la tête pendant les semaines, hein, voilà, m'entraîner comme d'habitude, prendre du plaisir, m'entraîner sérieusement. Et puis voilà, après, en fait, je suis rentré dans le match comme dans n'importe quel match. J'ai été sollicité, je crois, assez rapidement. Et en fait, à partir de là, j'étais concentré, j'étais bien. L'équipe était bien, on a fait un bon match collectivement et en plus on prend pas de but, donc on était contents. C'est ce que je disais dans la présentation, c'était le match contre le PSG qui a lancé ta carrière en Ligue 1 aux yeux du grand public. Pour toi, c'est un match comme un autre quand on sort de ce match-là. Je pense que si je fais un mauvais match contre Paris, je pense que j'aurais pas été bien. De pas avoir fait un bon match contre Troyes derrière contre Paris. Par exemple, on en aurait pris 5, j'aurais fait une erreur en plus, je pense que ça aurait été compliqué. Là, on fait 0-0, on prend pas de but. C'est un bon résultat contre Paris. Donc voilà, on va dire que ça lance ma saison. Après, c'était pas, je pense pas que ce soit mon meilleur match de la saison, mais en tout cas, je fais un bon match. Faire un bon match contre Paris, c'est toujours bien. Donc après, il y a ce changement d'entraîneur, parce que c'est pas Will Steele qui te lance, c'est Oscar Garcia qui te lance. Vous êtes tous les deux jeunes, toi un jeune gardien, lui un jeune entraîneur. Sur les premières discussions que vous avez, c'est quoi les demandes et ses convictions pour le poste de gardien de but? Qu'est-ce que c'est? Comment se passe le début? En fait, de base, Will, c'était un adjoint. Donc, il était adjoint de Garcia quand il est arrivé. Ensuite, je crois qu'il est parti au Standard parce qu'il avait un poste voilà, qui l'intéressait. Donc, il est parti là-bas. Ça s'est pas très bien passé, donc il est revenu. Donc, en fait, en tant qu'adjoint, il avait déjà une relation un peu spéciale avec tous les joueurs du groupe. Et il a gardé cette même relation quand il est quand il est revenu. Et ensuite, quand il est passé numéro 1, il avait toujours la même relation qu'il avait avec nous. Et c'est comme un pote, j'ai envie de te dire, tu vois. On se tutoie, on l'appelle Will. On peut parler de tout et de rien. On peut parler voilà, de sport, de religion. Mais on peut vraiment parler de tout. C'est vraiment un mec qui est super ouvert. C'est un mec qui juge pas, qui est franc, qui sait rigoler, qui est humble, déterminé et très mauvais perdant. Il est très ambitieux du coup. Mais non, franchement, c'est un chouette type. Et je pense que la relation qu'on a avec lui fait qu'aussi on arrive à être performant et qu'on arrive aussi à être à l'écoute de ce qu'il fait, de ce qu'il nous demande. Et voilà, on arrive à se comprendre et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche bien. Et pour le poste de gardien, ses convictions, ses demandes, il te demande quoi? Avant tout, d'être efficace. Vraiment, d'être efficace. Oui, si je peux ressortir le ballon proprement, trouver une ou deux passes qui peuvent faire en sorte qu'on ressorte le ballon proprement et qui nous fasse gagner un temps, c'est le mieux. Mais avant tout, c'est vraiment d'être propre, d'être efficace. Et d'être un gardien, quoi. C'est arrêter des buts, sortir sur des centres où je dois sortir et d'être dans mon rôle, de pas surjouer, de pas jouer avec la pression non plus, de prendre du plaisir et de donner le meilleur de moi-même.
En début de saison, je lisais qu'il avait, dans l'Union, dans le journal local ici, que cette saison, vous étiez un peu au même moment de votre carrière. Lui disait que vous avez eu la première saison où on vous a découvert, lui en tant qu'entraîneur, toi en tant que gardien et globalement Reims, parce que vous avez fait une belle saison la saison dernière, et que cette saison-là, c'était la saison de la confirmation. Tu sens que c'est une saison différente que celle de la découverte, même par rapport aux adversaires? Oui, je pense que déjà dans le recrutement, je pense que ça se voit et que ça se sent. Dans notre manière d'être entre nous, au niveau de l'exigence et des attentes des uns et des autres, ça se sent aussi. Dans notre manière d'aborder les matchs, notre envie de gagner, ça se sent aussi. Et c'est quelque chose voilà, dont on est tous conscients. Et en fait, on veut vraiment avancer. Je crois que l'année dernière, on termine 11e. Bah, l'objectif, c'est de faire mieux que 11. Je sais pas à quelle place on finira cette saison, mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire mieux que 11, ça c'est sûr. Et on a largement les moyens pour faire mieux que 11. L'année dernière, il y a eu 2 séries. Il y a eu une série 6 matchs sans prendre de but et il y a eu 19 matchs sans perdre. Tu préfères laquelle, toi, de série? Ouais, sans prendre de but. Bah, logique. Moi, franchement, on fait un match, je prends pas de but, je suis content. Même si un match nul. Après, oui, il y a le contenu du match. Ça, je suis d'accord. Mais le plus important, dans le monde professionnel, c'est le résultat. Hein. Tu prends 50 frappes. Toi, tu tentes une frappe, tu gagnes 1-0, finale de Ligue des Champions. On va retenir que ça. Allez, ça suffit. Même le match du week-end, tu prends 3 points en mettant juste une frappe, on va retenir que ça. Donc le plus important, c'est les résultats. Et après, oui, il y a la manière. Parce que la manière peut te permettre d'avoir un résultat, forcément. Mais des fois, il y a des matchs où la manière, elle n'existe pas. C'est juste le résultat. Des fois, c'est que du combat, parce que le terrain ne le permet pas, parce que l'équipe en face ne le permet pas, parce que vous aussi, des fois, voilà, l'équipe, elle est fatiguée ou il y a un truc qui fait que vous n'êtes pas en réussite. Et faut gagner le match, il n'y a pas le choix. Donc, c'est le résultat le plus important. Cette intersaison, tu l'as préparée différemment, parce que tu l'as préparée en tant que numéro 1. Déjà, les vacances, est-ce que c'est des vacances différentes quand on sait qu'on va être numéro 1 à la reprise et même au niveau des matchs de prépa, comment tu l'as appréhendé cette saison-là en étant numéro 1? Les vacances, En fait, c'était les premières vacances que j'ai passées avec mon fils. Enfin, c'était vu qu'il allait sur ses 1 an, c'était mes premières vacances avec lui, donc j'ai pas tant pensé que ça. J'étais vraiment dans prendre du plaisir, etc. Et c'est quand on est revenu en France où voilà, j'ai commencé tranquillement à préparer les courses ici. Et ouais, forcément, je pensais à la saison, j'avais hâte de reprendre, surtout qu'on commençait à Marseille, donc tu sais que ça va être une ambiance exceptionnelle, etc. Donc j'avais hâte de reprendre. Et puis pour les matchs de prépa, bah, j'étais plus tranquille. Parce qu'en fait, quand je faisais les matchs en tant que numéro 3, numéro 2, enfin moi perso, j'avais cette pression de voilà, faut que je montre au coach que je suis là, qu'il peut compter sur moi, etc. Alors que quand tu commences numéro 1, t'es vraiment dans la préparation de ta saison. C'est-à-dire tu vas vraiment être dans les sensations, j'ai envie de dire, même si tu fais des erreurs, c'est pas très très grave parce que ce qui compte, c'est le premier match de championnat. Donc t'es vraiment dans la préparation pour être au top lors de cette première saison, de ce premier match de la saison. Faut montrer plus de sérénité? Pas plus de sérénité, mais vraiment, dans mon positionnement, être à l'aise, dans ma hauteur, au niveau du bloc, être à l'aise, dans mon jeu au pied, savoir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, parce que l'équipe est aussi en réglage, donc on se cherche un peu tous. Donc voilà, vraiment dans le ressenti, dans les sensations, savoir, je sais pas, par exemple sur les centres, à quelle hauteur j'aime bien être en fonction du centreur, sur les coups francs, sur les corners, comment est-ce que je vais positionner mes défenseurs, de quelle manière. C'est vraiment dans tout ce feeling-là pour que la première journée, voilà, être prêt, savoir ce que t'aimes pas, là où t'es le plus à l'aise et quoi faire et être le plus performant. À la différence d'un match de prépa où tu sais que t'en auras peut-être qu'une mi-temps sur 4 matchs ou un match peut-être éventuellement, mais où là par contre tu sais que t'as 45 minutes pour être très bon. Oui, c'est ça, parce que moi quand j'étais numéro 2, numéro 3, je me disais faut que je sois efficace. Peu importe la manière, faut que je sois efficace. On va me demander de jouer au pied, etc. Mais il faut surtout pas que je fasse d'erreurs. Alors que là, c'est vraiment une approche différente. C'est vraiment une préparation de championnat, en fait, plus qu'une occasion pour se montrer. Dans tes saisons à Reims, tu as eu des numéros 3 expérimentés. Il y avait Nicolas Pento, là, Ludovic Butel cette saison. Quel est leur rôle par rapport à toi? Je dirais
forcément me donner des conseils, que ce soit en bien ou en mal, voilà, de me montrer un peu les choses à faire, à ne pas faire, de par le nombre de matchs qu'ils ont fait, la carrière qu'ils ont faite, voilà, de me remonter le moral, on va dire, quand ça va un peu moins bien, et aussi de me faire redescendre sur terre si je suis un peu trop content ou pas arrogant, mais un peu trop sûr de moi. Donc voilà, c'est un peu de me réguler, de me canaliser ou de me booster. Et puis au-delà de moi, ils apportent énormément de rigueur et de bonne humeur dans le groupe. Donc c'est vraiment un plus et c'est vraiment une chance qu'on a d'être avec eux. Toi qui es encore un jeune gardien, tu as 23 ans, Ouais. c'est essentiel pour toi d'avoir un numéro 3 avec cette expérience-là et ce rôle-là typique de numéro 3. On parle souvent du numéro 3 en sélection, mais là, c'est un numéro 3 de club. C'est essentiel pour toi? Bah pour moi, dans l'instant T, comme entre guillemets, enfin, j'ai toujours connu ça en tant que numéro 1, c'est top. Je peux pas rêver mieux. Après, je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui mettent des jeunes en numéro 3. Moi-même, j'étais jeune en tant que numéro 3. Donc après, voilà, je pense que c'était une histoire de cohésion et de ce qu'on peut s'apporter les uns et les autres. Il y a des jeunes qui peuvent apporter ce que certains vieux, on va dire, ne peuvent pas forcément apporter. Donc voilà, toute bonne chose est bonne à prendre. Faut savoir prendre un petit peu de tout le monde et s'inspirer un peu de tout le monde et savoir s'en servir aussi. On va parler de la saison en cours. Quelques questions. Sans être arrogant, il faut être ambitieux. C'est ce que tu as déclaré en début de saison. Tu parlais de Reims. Est-ce qu'on peut aussi appliquer cette phrase à toi Oui, personnellement? forcément. Quand j'ai dit ça, je pensais à toute l'équipe, coach et staff inclus. Donc, je pense que cette phrase est valable pour tous les joueurs de l'équipe. Pas juste l'équipe, pas juste moi, mais vraiment chaque joueur dans son individualité. On peut l'appliquer. Pour Will, c'est pareil. Son frère, le staff, que ce soit kiné, prépa, vraiment tout le monde a cette envie de performance, de finir le plus haut possible cette saison. On verra à la fin de saison, mais en tout cas, on a la qualité pour et ça dépendra que de nous. Vous avez été la surprise l'année dernière. C'était une découverte de vous voir à ce niveau-là. Peut-être que vous avez été surpris aussi. Oui, on a été surpris dans le sens où, en fait, on arrivait à faire ce qu'on faisait à l'entraînement. Souvent, on avait un petit problème, un petit décalage entre l'entraînement et le match. Et là, on arrivait vraiment à être solide défensivement et offensivement, à faire ce qu'on fait à l'entraînement. Et du coup, ça marchait. Donc, on était surpris dans ce sens-là. Mais on savait qu'on avait la qualité pour le faire. On savait que c'était pas de la chance et que c'était vraiment dû à notre équipe, à ce qu'on faisait, à nos efforts aussi qu'on fournissait pendant les entraînements, pendant les matchs. On sait ce qu'il fallait faire pour performer. On sait qu'on doit courir, qu'on doit défendre, qu'on doit être agressif. On sait qu'on doit aussi être fin techniquement et adroit devant le but. Donc, on sait ce qu'on doit faire. Souvent, le faire, c'est plus difficile. Et là, on arrivait à le faire, ça marchait, donc on était super contents. Les ambitions cette saison pour le Stade de Reims? Finir au-dessus de la 11e place, je pense que c'est largement faisable. Après... je dirais que si on finit dans le top 7, ce serait génial. Top 10, je pense que c'est faisable forcément, vu qu'on a terminé 11e l'année dernière. Mais si on arrive à terminer dans le top 7, ce serait incroyable. Mais après, voilà, une saison, c'est long. On sait qu'il y a pas mal de choses qui peuvent arriver, des suspensions, des blessures. On a un effectif de qualité, mais des fois, il y a certaines équipes qui sont pas forcément épargnées par les blessures. Rien que là, on a pas mal de blessés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être performant, va falloir être solide. Et va falloir faire des séries parce qu'on sait que c'est comme ça que les équipes arrivent à être le plus haut possible sur le classement. Performance, solide, c'est ce qu'il faudra être contre le PSG. Ouais, faudra, je pense, être ambitieux, ne pas avoir peur d'eux, de jouer en les regardant dans les yeux. Voilà, c'est une équipe exceptionnelle, avec des joueurs exceptionnels. Quand ils sont à leur meilleur niveau, c'est très difficile de les battre. Mais voilà, c'est des humains. Ils ont des fois des coups de moins bien. Donc, il va falloir être très bon défensivement et être très efficace offensivement. C'est la base du foot, mais voilà, contre les grandes équipes, on sait que c'est des choses dont il faut redoubler d'efficacité et d'effort. Et voilà, c'est sur ça que le match va se jouer, de notre côté en tout cas. Ce PSG-là, il est plus, moins ou aussi impressionnant que celui de l'année dernière avec les trois fantastiques qu'on pouvait... Il est différent, ça c'est sûr.
Mais je pense qu'il faudra les juger sur la Ligue des Champions et à la fin de saison. Je pense que voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'est mis là-bas avec le nouveau coach. Il faudra leur laisser du temps. Je pense que certes, c'est Paris, ils ont des joueurs incroyables, mais comme pour toute équipe, quand il y a un nouveau coach qui vient, ça demande du temps. Et voilà, si on peut profiter de ce temps-là pour gagner, en tout cas, nous, c'est ce qu'on veut. On jouera jamais le nul contre une équipe. Ça, pour moi, c'est pas. On est des joueurs de foot. On joue pour gagner, on joue pas pour faire des matchs nuls. Après, il y a certains contextes qui demandent parfois à se raviser pendant le match. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on jouera pour gagner. Si on gagne, on sera très content. Mais en tout cas, on essaiera de faire un gros match. T'es né à Montreuil, c'est un match particulier pour toi de jouer contre Paris ou pas? Non. Non, quand je suis là-bas, forcément, j'ai la famille qui vient quand on joue là-bas. Mais non, après, je supporte pas Paris, mais quand ils gagnent des matchs de Ligue des Champions, je suis content pour eux. Mais je suis pas un supporter de Paris. Je l'ai été quand j'étais petit, mais maintenant je supporte personne. Je regarde le foot comme n'importe qui. Forcément, quand c'est des clubs français, je suis pour eux. Par exemple, Lens en Ligue des Champions, voilà, j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Paris, pareil, Marseille, Rennes, Lille, j'espère que voilà, ils vont réussir à performer. Surtout que c'est bon pour le coefficient UEFA. Donc si on termine 7e, c'est ça, c'est pour ça le fameux top 7. ça peut être pas mal. Donc non, j'espère qu'ils performeront. Puis après, on verra pour nous, mais en tout cas, la saison est longue. Merci Evan. De rien. On va passer au face-à-face. Ouais. Une question, une réponse. Ton plus bel arrêt? Brest, l'année dernière, sur la tête de Le Doiron, je crois. Le match où tu t'es senti le plus fort? Je crois que c'est Montpellier l'année dernière. L'attaquant le plus coriace? Je pense que c'est Alexis Sanchez l'année dernière. Il a été bon. En plus, il a mis un doublé avec un coup franc. Il a été solide. Le geste que tu préfères? Le crochet. L'exercice que tu détestes? Je dirais les mises en place. On touche pas le ballon, c'est horrible. Un titre avec Reims ou un match de Coupe d'Europe? Un titre avec Reims. Un titre de champion de Ligue 1, ce serait génial. Coupe de France aussi, mais champion de France, c'est génial. Pour vous, la Coupe d'Europe l'année après, c'est ça? Ouais, exact. Ton modèle? Là, j'en ai plusieurs, je peux pas en citer qu'un. Mais on va dire que avant, dans les gardiens un peu plus anciens, Bernard Labat, Grégory Coupé. Actuellement, il y a plus Mike Maignan, Manuel Neuer forcément, Alisson, Ederson. Enfin, j'essaie de prendre un peu de tout le monde, quoi. Mais ouais, sinon j'aime bien ces gardiens-là. Un attaquant que t'as pas encore affronté et que t'as bien envie d'affronter? Je dirais Mohamed Salah. L'entraîneur que t'as connu qui comprenait le plus le poste de gardien? Je pense que c'est Jean-Louis Garcia. Il a été gardien, donc je pense que c'est le plus à même à comprendre le poste. Le champagne de Reims ou le champagne de Troyes? Je bois pas. Mais je pense que le champagne de Reims doit être meilleur. Le conseil que tu donnerais au Yvan Diouf de Montreuil? Prends du plaisir. Lâche pas. Parce que j'ai voulu arrêter le foot, donc lâche pas. Ah ouais, t'as voulu arrêter le foot? Ouais, j'ai voulu arrêter le foot quand j'étais plus petit. Ça m'énervait de faire du foot en club, ça m'énervait. Et va au bout de tes études. Lâche pas l'école aussi. Parce que c'est important. Merci beaucoup, Yvan. Merci d'avoir pris de ton temps à quelques heures de ce match contre le PSG. Ouais, de rien, pas de souci. Bon match et bonne saison. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.